Bienvenue donc à ce webinaire qui sera le premier d'une petite série que le pôle Aerospace Valley compte mettre en place avant l'été, voire après la rentrée. Ce premier séminaire aujourd'hui est dédié en grande partie au marché aéronautique en Chine en général, avec un focus spécifique bien sûr sur la période post-Covid en Chine. Le prochain pays abordé sera, juste pour information, a priori l'Allemagne vers la mi-juin. Puis pour information, comme le séminaire aujourd'hui est plutôt orienté aéronautique, Business France proposera un webinaire a priori en septembre sur le marché spatial en Chine. Ceci, bien sûr, dans le contexte actuel que vous connaissez et qui nous incite au pôle à proposer davantage de pistes de diversification à nos membres, dont les actions à l'international font partie. Lors de nos webinaires, on ciblera les pays forcément avec un marché globalement à potentiel croissance. Mon nom est Thilo Schoenfeld, je suis salarié du pôle où je suis essentiellement en charge des activités à l'international, dont les actions à l'export. Tout d'abord, je tiens à vivement remercier nos deux intervenants de ce matin. Pour commencer, Marc Brouan, qui est le président de la société Arc Sensor, un membre du pôle, mais qui aujourd'hui interviendra exclusivement dans sa fonction du président régional du dispositif des CCEF. Les CCEF, c'est les conseillers du commerce extérieur de France. Ce dispositif des CCEF nous semble très intéressant, mais j'estime qu'il reste trop méconnu. Puis la grande partie de ce webinaire sera consacrée à la présentation du marché aéronautique de Chine. Là, un grand merci à M. Philippe Bardol, directeur général de Safran en Chine, pour son partage de temps avec nous cet après-midi pour lui en Chine. Puis un gros quart à la fin du webinaire sera dédié, comme souvent, à vos questions, puis aux réponses des intervenants. Après, vous avez plus ou moins tous passé déjà 2 mois derrière vos écrans et vous avez pris l'habitude de ce type d'exercice de webinaire. Vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions via l'option « Questions » à droite dans la petite fenêtre. Vous pouvez les poser au fil de l'eau, sans attendre la fin des présentations. Je vais alors oralement poser vos questions aux intervenants à la fin des présentations. Cette option sert également à poser des questions si vous avez des problèmes techniques. C'est ma collègue Etienne Verdio de notre équipe communication qui surveillera vos questions et pourra intervenir. On vise terminer vers midi, question de ne pas vous mobiliser trop longtemps. Si jamais le temps ne permettra pas de répondre à toutes vos questions, les intervenants pourront également individuellement revenir vers vous après le webinaire. Puis 2 derniers points, le webinaire sera enregistré et disponible en replay sur la chaîne YouTube du pôle. Et les présentations seront également disponibles via la plateforme Connect du pôle. Ainsi, je propose de donner la parole et l'écran à notre premier intervenant, M. Marc Brouan. Marc? Bien, bonjour à tous les participants de ce webinaire. Donc, je suis Marc Brouan, le président des conseils du commerce extérieur de la France pour la région Occitanie. Merci à Thilo Schoenfeld de nous laisser un petit peu de place et de nous permettre après de présenter l'aéronautique en Chine, avec Philippe Bardol, qui est un autre CCE, Conseil du commerce extérieur de la France, basé en Chine. Avant de vous dire quelques mots sur ce que nous sommes, qui sont les conseils de commerce extérieur de la France, nous sommes environ 4300 dans le monde entier, soit chef d'entreprise, soit directeur de filiale à l'étranger, soit responsable export d'une entreprise en France. Et nous sommes nommés par le Premier ministre pour notre expertise, notre expérience, nos compétences au niveau du commerce international. Donc, tous les CCE ont forcément une très longue expérience de commerce international, que ce soit basé en France ou basé dans des postes à l'étranger. Une précision importante, nous sommes tous des bénévoles, nous ne sommes pas des consultants, nous n'avons rien à vendre, nous sommes uniquement là pour partager notre expérience et permettre le développement de la France dans son rayonnement international par ces entreprises. Zone de présentation, nous sommes présents dans 146 pays, bon, bien sûr présents dans toute la région de la France, mais présents dans 146 pays différents, ce qui nous permet quand même
quand des gens ont des questions particulières sur un pays déterminé, de trouver forcément dans le pays quelqu'un qui est un peu le spécialiste de leur activité. Nous avons 4 missions principalement. Le conseil au pouvoir public, c'est donner vers l'État des informations sur des problématiques export, des problèmes de tarifs, des problèmes financiers, etc. Nous avons également une action envers les jeunes. Nous intervenons parfois dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs pour donner l'envie de faire du commerce international. Nous devons également travailler sur la promotion de l'attractivité de la France. Quand une entreprise vient s'implanter dans une région, on lui montre un petit peu quel est le tissu économique de la région. Mais c'est surtout sur ce que je voudrais m'étendre aujourd'hui, c'est l'appui aux entreprises, qu'on appelle également mentorat dans notre jargon. Cet appui aux entreprises, c'est simplement la possibilité de permettre un dialogue entre pairs PAIR, c'est-à-dire entre différents chefs d'entreprise, sur une problématique export particulière, sur l'orientation d'une entreprise, et ceci en toute confidentialité. Donc, nous pouvons faire de l'expertise à notre petit niveau, partager surtout notre expérience et la transmettre. Et puis, un point important aussi, c'est que nous pouvons faire de la mise en relation. Quand une entreprise nous appelle pour nous poser une problématique sur un sujet export particulier, on peut très bien l'orienter vers un CCE de pays déterminé ou vers un autre de notre région qui est plus spécialiste de son marché ou de son métier. Voilà. Donc, nous sommes des hommes et des femmes de terrain et nous faisons de l'accompagnement par un partage d'expérience. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, chers auditeurs? Ben, vous allez simplement réfléchir avec vous sur votre stratégie commerciale. Vous avez l'envie d'aller vous exporter en Chine, par exemple, pour ne parler que du sujet d'aujourd'hui. On peut très bien vous donner un petit peu notre avis, notre vision des choses, ou on peut vous aider à discuter avec un CCE du pays, juste pour voir si votre approche est la plus pertinente, vous donner quelques avertissements, quelques conseils aussi. On peut vous aider dans des choix d'implantation. Par exemple, en Chine, toutes les villes ne se ressemblent pas au niveau d'activité industrielle. Et puis enfin, un point important sur lequel nous attachons beaucoup d'importance, c'est vous donner une approche interculturelle du marché. C'est-à-dire qu'on ne vend pas en Chine comme on vend au Japon, ou comme on vend en France, comme on vend en Allemagne ou aux États-Unis, parce que les gens ont une culture, une façon d'être qui est importante à connaître pour ne pas louper ses premiers pas quand on arrive dans un pays. Voilà. Donc, en résumé, le mentorat, c'est le partage d'une expérience d'une personne chevronnée à l'international qui a une longue expérience à vous faire partager, et puis d'échanger avec vous sur votre stratégie export, et puis éventuellement, effectivement, prendre un peu de recul sur votre projet, vous donner un regard extérieur. Voilà. Je n'en dirai pas plus, nous restons à votre disposition si vous avez besoin de nous contacter. Je vous laisse ici simplement les coordonnées de notre déléguée régionale, Marie-Hélène Penner, avec son téléphone et son mail. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail sur cette adresse-là et on répondra à vos questions et on tâchera de vous aider. On vous mettra en relation avec le conseiller de notre équipe dans les 4300 qui soit le plus adapté à votre demande. Voilà. Et je voulais maintenant vous remercier de votre écoute et puis laisser la parole à Philippe Bardol pour nous parler du marché de l'aéronautique en Chine, qui est le sujet principal de ce webinaire. Merci, bonne conférence. Merci Marc, en effet. Donc on laisse la parole maintenant à M. Philippe Bardol de Safran en Chine. Allô, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Donc j'aimerais d'abord remercier le On n'a pas votre présentation. Voilà, c'est bon, merci. Voilà. Donc j'aimerais d'abord remercier le pôle Aerospace Valley pour organiser cette rencontre aujourd'hui et puis Marc Brouin pour sa sympathique invitation. Donc, je vais essayer en une vingtaine de minutes de vous dire à peu près où nous en sommes en Chine pour le marché de l'aéronautique, tenant compte de la crise qui a eu lieu et qui continue encore à sévir. Et vous dire un peu où on se trouve actuellement de ce niveau de reprise. Et puis, terminer ensuite sur les acteurs du marché et puis l'approche du marché.
Donc sur cette première slide, Il y a un problème de son? vous voyez que actuellement sur la carte qui se trouve à gauche de l'écran, donc vous voyez que la plupart des régions, alors c'est un peu les mêmes codes qui sont utilisés en France actuellement, donc entre des régions, on va dire, vertes, rouges. Donc il faut savoir aussi que en fait la pandémie s'est seulement développée de Wuhan, qui est vraiment au centre de la carte de Chine. C'était 2% des cas dans cette région, 80% des décès aussi. Mais toute la vérité, il y a eu un certain nombre de clusters et de développements. Et donc, les courbes que vous voyez tout à fait en haut de l'écran vous montrent qu'à peu près à la période de la fin mars, en fait, la circulation de l'épidémie a été quand même beaucoup plus lente. Donc, il y a eu 2 mois, on va dire, de crise forte, et puis une sortie de crise donc, qui dure depuis la période de la mi-mars, à peu près fin mars. Donc actuellement, il reste encore quelques cas résurgents. Donc de temps en temps, on a un certain nombre de nouveaux cas qui se déclarent dans certaines villes. Alors tout ça est relativement bien traqué, bien suivi par les autorités. Donc on remonte quand même les filières, les raisons des infections, avec aussi quelques cas qui sont importés entre guillemets, qui sont donc des Chinois qui reviennent de l'étranger et qui ont été testés positifs. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que durant cette période donc de 2-3 mois, en fait, simplement la région du Hubei, où se trouve la ville de Wuhan, a été complètement confinée, et que les autres régions de Chine ont été dans des degrés différents de pandémie et donc de développement de la maladie, à 3 niveaux, le plus élevé niveau 1 et donc le plus bas niveau 3, mais que les autres villes n'ont pas du tout été confinées. En revanche, il y avait un système donc de tracking, de prise de température, évidemment port de masque, de suivi donc entreprise par entreprise, bâtiment par bâtiment, communauté par communauté, des cas possibles, des problèmes de santé des habitants. Et que évidemment ça a quand même beaucoup freiné le redémarrage de l'économie, tant que toutes ces mesures étaient assez contraignantes. Donc sur la slide suivante, je vous montre le redémarrage de l'économie, avec donc la première phase qui est au tout début donc du mois de février, puisque la crise, la fermeture de la ville de Wuhan a eu lieu le 24 janvier, qui était la veille du Nouvel An chinois. Donc finalement, la première dizaine de jours qui suivaient le démarrage de cette crise ont contribué à faire que c'était une période durant laquelle de toute façon l'activité était réduite, et donc pour laquelle les entreprises avaient déjà prévu d'arrêter les usines au moment du Nouvel An chinois. Vraiment, tout s'arrête en Chine. Et ensuite, s'est posé la question du redémarrage. Et la question du redémarrage, tout en sachant que la croissance était quand même toujours très forte du nombre de cas à Wuhan, pouvait se faire peu que par bloc et par phase. Donc certaines régions ont redémarré vers le 3 février, qui était la date de la fin des congés du Nouvel An chinois, qui avait été prolongée d'1 ou 2 jours, mais ça tombait à peu près pile sur la date de ces congés. C'est essentiellement la ville de Pékin qui a lancé un redémarrage très lent. Beaucoup de régions préféraient redémarrer vers le 10 février, voire le 17 février. Ce que vous voyez donc sur cette courbe, avec une progression jusqu'à peu près la fin février, qui est relativement lente, où on retrouve à peu près 40% de retour à la production initiale. Là, les chiffres qui sont donnés sont justement par rapport à la production basse, à la production initiale. Et on voit que au fur et à mesure du mois de février, de la fin février, début mars, les entreprises d'État, ce que vous voyez avec la bande orangée un peu plus foncée, avaient à peu près repris à 60% de l'activité.
tout ça, et la suite de la reprise a été quand même relativement lente, a continué à être lente. Donc il y a une première période, on va dire, de ramp-up, et ensuite un palier. Et on voit qu'entre 60 et 80% de reprise de la production initiale, il s'est passé à peu près un mois, avec un décalage quand même assez fort entre les grandes entreprises, qui sont essentiellement des entreprises d'État, et les PME, pour laquelle le redémarrage a été plus long et beaucoup plus lent. Et on voit qu'entre la fin mars et donc la période actuelle, qui sont quasiment les chiffres qu'on a en fin de courbe, les 10% qu'on a gagnés entre 80 et actuellement on doit être à 89% à peu près, les 8-9% donc qu'on a gagnés récemment, on les a gagnés sur une période qui est quasiment de 2 mois, enfin d'un mois et demi, ce qui veut bien dire que pour retrouver la production initiale, c'est quand même un processus qui est lent, qui est long et qui est complexe, qui est dû à un certain nombre de facteurs. Un des facteurs, c'est que, en fait, pour que les unités de production puissent reprendre, toute entreprise devait fournir un plan de reprise. Et donc, dans ce plan de reprise, il devait être expliqué aux autorités comment on allait s'organiser pour pouvoir permettre le retour dans de bonnes conditions du personnel de nos entreprises. Donc, comment est-ce qu'on organiserait les transports, comment est-ce qu'on organiserait la production, est-ce qu'il y aurait des shifts ou pas de shifts, comment est-ce qu'on organiserait aussi les services de cantine, et évidemment, prise de température à l'entrée du site, distribution de masques, etc., gel, enfin, et l'ensemble des mesures prises pour protéger le personnel. Donc ça demande évidemment un peu de ressources et donc du temps aussi pour préparer ces plans de reprise. Et évidemment, pour les PME, ça a été un investissement plus lourd et plus conséquent. Et souvent, elles n'avaient pas la capacité de pouvoir reprendre dans les meilleurs délais parce qu'elles n'étaient pas organisées pour ou parce que le site ne le permettait pas. Il fallait aussi, donc le deuxième outil qu'on devait pouvoir en tout cas certifier aux autorités locales était de dire qu'on avait mis en place un suivi qu'on appelle tracking, un suivi des employés. C'est-à-dire qu'on était capable de dire en temps réel si sur l'ensemble de nos employés, quelqu'un était malade ou n'était pas malade, si on avait un cas déclaré de Covid ou pas, si parmi les membres de la famille de nos employés, quelqu'un était en mauvaise santé ou pas. Alors, les autorités ne demandent pas les noms des employés, évidemment, les données personnelles sont conservées, mais on doit avoir la capacité en temps réel de pouvoir dire dans quelle situation sanitaire se trouve l'entreprise. Donc là aussi, c'est un peu un investissement avec certains outils. Ça prend du temps, ça demande une organisation. Donc ça explique aussi la reprise peut-être plus lente de sociétés de plus petite taille. Alors pourquoi maintenant on est à 89% de reprise de l'économie et pas à 100%? Il y a à mon avis deux facteurs qui sont aussi très importants. Le premier, c'est que les très très grands chantiers d'infrastructure n'ont pas repris. Et c'est lié au deuxième facteur, qui est le fait que ces grands chantiers sont essentiellement réalisés par une population migrante, donc qui passe de région à région, hein, des gens qui ne sont pas originaires de Pékin ou pas originaires de Shanghai, et qu'il y a toujours jusqu'à présent un contrôle assez important quand même sur les déplacements des populations. Donc toute cette période de crise, elle a coûté à la Chine à peu près moins 7% de décrochage du PIB. Et selon le type d'industrie, on peut aller de moins 11 à peu près à une moins vingtaine de pourcents de performance sur le premier trimestre. Je vais regarder maintenant avec vous pour les compagnies aériennes où est-ce qu'on se trouve actuellement et comment la crise s'est développée. Donc, ce qu'on voit sur le tableau de gauche, c'est le décrochage. Donc, le tableau de gauche, c'est les vols domestiques. Hein. Donc, comment les vols domestiques ont chuté donc, à partir du moment où la ville de Wuhan a été fermée. En une semaine, quasiment, le trafic a chuté de plus de 80%. Avec ensuite un premier palier qui a duré jusqu'au moment où les entreprises ont commencé à reprendre leur activité, donc à peu près jusqu'à la mi-février, fin février. Là, il y a eu de nouveau un petit pic début du mois de mars, où de nouveau il y avait une relance un peu de l'économie, les 60% qu'on a vu à peu près tout à l'heure de reprise, et ensuite un très très long palier.
qui a duré quasiment jusqu'à la mi-avril, où on a toujours, se trouvait toujours entre 50 à 60% de taux d'opération quotidien pour les compagnies aériennes. Alors, la base quotidienne des vols domestiques en Chine, en période de non-crise, elle est à peu près de 14 000 vols quotidiens. Durant la période de crise, elle a chuté donc à 12 000, donc moins de vols affrétés quotidiennement. Et sur ces 12 000, il y avait un taux d'annulation donc qui a pu aller de plus de 80% jusqu'à ensuite 30 à 40% de taux d'annulation donc pendant cette période des mois notamment d'avril et jusqu'au début mai. Début mai, avec les congés du 1er mai, et puis un allègement d'un certain nombre de mesures sur la carte qu'on a vue tout à l'heure. La plupart des régions sont en vert, donc il y a une libre circulation, en fait, une circulation plus facile entre les régions chinoises. Donc depuis le début mai, de nouveau, on a repris encore quelques pourcents. Et là, ces derniers jours, le taux d'opération quotidien est à peu près à 75%. Donc c'est grosso modo 9 000, c'est-à-dire un peu plus de 9 000 vols quotidiens assurés en Chine, ce qui, dans l'état du secteur aéronautique actuellement dans le monde, doit représenter un avion sur 3 qui vole actuellement, donc vole en Chine. Sur le croquis de droite, vous avez donc la comparaison entre le domestique, l'international et le régional. Ce qu'on appelle régional, c'est vraiment les pays de proximité, c'est Hong Kong, les zones de proximité, Hong Kong, Taïwan, la Corée, Singapour. Et donc, vous voyez que la courbe internationale et régionale, elle a été un peu décalée, le temps que un certain nombre de personnes repartent en fait chez elles au moment où la crise a démarré. Donc, il y a un décalage à peu près d'une semaine. Et ensuite, la chute, en fait, a dépassé même le niveau domestique jusqu'à présent, puisque un certain nombre de frontières sont toujours fermées, enfin, toutes celles des pays voisins sont encore fermées, les frontières chinoises sont également fermées. Et là, le taux d'annulation, il est quasiment un peu plus de 95%, hein, c'est-à-dire que il y a chaque semaine quelques centaines d'avions à peu près qui quittent la Chine à l'international, hors cargo. Hein. Je ne parle pas des cargos, mais je parle des passagers. Et donc, il n'y a toujours pas de reprise. Et donc, un décalage extrêmement fort maintenant entre les passagers internationaux et les passagers ensuite sur les vols nationaux. Les acteurs, les grandes compagnies aériennes, donc un peu plus d'une cinquantaine de compagnies aériennes en Chine qui sont regroupées autour de 4 grands groupes. Les 3 majors, hein, grandes compagnies, donc Air China, China Southern et puis China Eastern, qui à elles seules ont quasiment les 3/4 du marché. Une autre compagnie qui a aussi la taille d'un groupe, qui est plus privé, en tout cas c'est des fonds gouvernementaux mais locaux, pas nationaux, donc la compagnie Hainan, qui a une dizaine de compagnies dans son portfolio. Et il reste en plus une dizaine de petites compagnies qui font une dizaine de pourcents du marché. Ce que je vous ai montré sur le bas de l'écran, c'est justement les données quotidiennes, hein, des vols qui sont opérés par ces compagnies aériennes. Enfin, en tout cas, les 10 premières listées. Et vous voyez le taux d'annulation, le taux de réalisation, d'opération des différents vols qui sont programmés quotidiennement, des vols domestiques. Les compagnies aériennes ont été rapidement soutenues par le gouvernement chinois qui, dès le début du mois de mars, a mis en place un certain nombre de mesures pour les soutenir, notamment d'abord un financement par siège, kilomètre et par route, c'est-à-dire que toutes les compagnies qui continuaient à opérer des vols étaient subventionnées par le nombre de sièges qu'elles opéraient sur la longueur totale du vol. Ensuite, un certain nombre de baisses aussi sur les redevances sur les routes, les redevances sur les atterrissages, exemption des charges sur l'ensemble des services réalisés au sol. Une troisième mesure, c'était donc de permettre d'avoir une gestion des slots dans les aéroports qui soit beaucoup plus souple et donc de ne pas remettre en question les slots qui étaient déjà attribués aux compagnies aériennes. Une baisse sur le carburant d'à peu près une dizaine de pourcents. Et ensuite, une mesure importante de fonds il existe un fonds de l'aviation civile, donc il y a un fonds financier de soutien aux compagnies aériennes
qui est financé par les redevances des compagnies aériennes et donc qui a été capitalisé. Et donc ce fonds va être redistribué pour le soutien des compagnies aériennes durant l'année 2020 et ça se monte à peu près à 13 milliards d'euros. Et en plus de ces mesures, alors les compagnies aériennes évidemment ont enregistré des pertes très importantes durant cette période, là aussi à hauteur de plusieurs milliards d'euros, mais elles se financent, ces grandes sociétés qui sont des sociétés d'État, qui sont cotées, se financent en bourse et donc ont déposé des obligations, ont créé des obligations, ont émis des obligations à court et moyen terme. Là aussi, les trois grandes compagnies mises ensemble, ça se monte à peu près à une dizaine de milliards d'euros, donc pour se financer et pour pouvoir traverser cette période de crise. Alors, elles ont aussi fait preuve de flexibilité, c'est-à-dire, tout à l'heure, je vous disais que le nombre de routes opérées normalement était à peu près de 14 000 vols quotidiens, donc on est tombé à 12 000, donc un certain nombre de routes qui n'étaient pas rentables ou sur lesquelles il y avait très peu de trafic, évidemment, n'ont pas été opérées durant cette période. Et on voit d'ailleurs que les petites compagnies, qui sont des compagnies qui ont souvent des vols entre régions assez éloignées de Chine, mais de région à région, pas vraiment de métropole à métropole, elles ont un taux de récupération qui a été même plus rapide. C'est souvent des vols qui sont des routes où il y a peu de concurrence et où la concurrence aussi liée au train, au TGV, n'existe quasiment pas sur des distances assez longues ou sur des zones très, très montagneuses. Donc, elles ont plutôt rentabilisé ces lignes-là. Et évidemment, en termes de MRO et de maintenance, les compagnies chinoises utilisent évidemment plutôt les avions neufs et plutôt les monocouloirs durant cette période, ce qui effectivement diminue aussi les coûts de maintenance. Toujours continuer sur les acteurs et la présentation globale du marché. Il y a un certain nombre d'acteurs donc présents en Chine, qui donc produisent en Chine et en dehors des acteurs chinois. Il faut souligner que Airbus assemble à peu près d'ici à 200 km de Pékin l'A320, donc avec un centre, il y a aussi un centre de livraison pour l'A330. Mais l'A320 est assemblé ici en Chine. Et pour Boeing, il existe un centre de livraison. Boeing n'a pas de FAL en dehors des États-Unis, mais a créé ce centre de livraison donc dans le sud-est de la Chine, donc pour livrer le 737 MAX. Et ce centre de livraison a été inauguré 1 ou 2 mois avant que les 737 MAX soient cloués au sol. Donc un seul avion a été livré, mais le plan de livraison était d'à peu près d'une centaine d'avions par an. Juste pour compléter aussi sur Airbus, la cadence de la FAL de Tianjin était montée à 6 avions assemblés par mois. L'objectif était pour 2020 de passer à 8, mais compte tenu de la crise et compte tenu du retard aussi des délais de livraison, parce que les compagnies chinoises n'ont pas pris possession encore d'un certain nombre d'avions déjà assemblés, donc la cadence actuellement est de 3 avions par mois. Alors en dehors des acteurs étrangers, donc il y a eux deux, Airbus et Boeing, donc à peu près une capacité de livraison et de production en temps normal, en nominal, on ne parle pas de la période actuelle, mais en nominal qui n'est pas très loin de 180 avions par an. En plus donc d'Airbus et de Boeing, donc les acteurs chinois produisent et sont en train de réaliser ou de certifier de nouveaux avions. Je passe rapidement, mais l'avion qui, pour l'instant, commence à vraiment avoir un ramp-up marqué, donc c'est l'ARJ21, qui est un avion régional, qui est le deuxième dans la liste. Donc actuellement, les chiffres mis à jour, 25 avions ont été livrés. La production, alors l'avion lui-même a été certifié en 2014, la production a démarré très lentement en 2015-2016, et la cadence à peu près actuelle se situe aux environs de 20 avions délivrés par an. Donc qui est essentiellement évidemment qui est acheté par des compagnies chinoises et essentiellement des compagnies
dont Comac, qui est le producteur de l'avion, est actionnaire. Le deuxième programme, qui est un programme aussi phare, c'est le C919. Donc ça, c'est un monocouloir équivalent de l'A320 ou du 730. Pardon. Je pense que vous avez... Voilà, merci. Voilà, désolé. Donc le C919, qui est le troisième, celui qu'on voit au milieu, donc sur le... donc qui est produit ici donc à Shanghai. Pour l'instant, qui est en phase de test. Donc, les 6 premiers avions ont été réalisés et donc réalisent actuellement les flight tests. À peu près un peu moins de 30% de la campagne de flight test est réalisée pour l'instant. Elle a pris d'ailleurs du retard durant la période de Covid pour la question des quarantaines. De région à région chinoise, les déplacements étaient quand même compliqués. Des mesures de quarantaine étaient imposées selon les différentes régions dont on venait. Donc ça a beaucoup freiné la campagne de test. Mais l'avion devrait être certifié en 2021 ou peut-être plus probablement en 2022. Il y a un carnet d'intention d'achat, même d'achat confirmé, très important, 815. Ensuite, quand on regarde le rythme de production de la RJ21, même si Comac a beaucoup d'ambition, on peut penser qu'avant de produire même une centaine ou 200 C919, voilà, il se passera quand même un certain nombre d'années. Si la certification intervient en 2022, voilà, il y aura une première période de ramp-up, une deuxième période ensuite vraiment de rythme industriel. Voilà, c'est pas encore un avion qui va concurrencer rapidement l'A320 ou le 737 MAX sur le marché. Et puis d'autres programmes, alors certains réalisés par le groupe AVIC, dont on va parler dans quelques secondes, et le dernier qui est le projet qui est pour l'instant sur l'établi. Donc on est en phase de consultation, d'appel d'offres, package par package, et donc qui est le CR929, qui est donc un bicouloir, qui a la particularité dans son nom CR, donc China Russian, donc sino-russe, et donc voilà, qui sera le dernier de la série que met en place donc Comac maintenant, avec le jet régional, le monocouloir et puis donc ce bicouloir dont l'entrée à service a été repoussée encore d'un an. Comac pense qu'il pourra être entré en service en 2026. Voilà, c'est encore 5 ans. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce que pour l'instant, c'est quand même plus une feuille blanche que vraiment un avion qui est déjà complètement conçu et arrêté. Je passe à la slide suivante. Donc voilà les noms que je viens d'évoquer, les grands acteurs industriels. Alors il y a beaucoup d'autres sociétés, hein, mais c'est un peu les incontournables. Avic étant vraiment la maison mère, parce que les deux autres, Comac, aussi bien Comac que FCC, sont des sociétés qui sont en fait sorties du groupe Avic, qui était avant une partie de l'aviation commerciale d'Avic, donc pour le groupe Comac, et donc AECC qui est le motoriste chinois, et qui là aussi regroupe les compétences de motorisation, de propulsion qui existaient auparavant au sein du groupe Avic. Alors Avic, c'est un conglomérat géant, près de 500 000 employés, plus d'une centaine de filiales, plus d'une cinquantaine de joint ventures avec des acteurs étrangers. Un groupe qui est quand même globalement centré aussi sur l'activité militaire défense, l'aviation civile représentant une partie quand même plus faible de son portfolio. L'histoire du groupe Avic dans les années à venir, c'est d'effacer les doublons. La société est tellement grande, le groupe est tellement grand qu'il y a une nécessité maintenant d'éviter toutes les redondances et donc de restructurer. Alors, il y a déjà eu un certain nombre de restructurations, mais elles vont continuer, elles vont certainement s'accélérer. Et donc, privatiser des sociétés qui ont une vocation plus commerciale, par exemple dans le secteur des hélicoptères,
plusieurs filiales d'Avic assemblent et produisent des hélicoptères. Ces sociétés sont amenées à être privatisées et à quitter le groupe Avic, donc dans un échéancier peut-être d'1 à 2 années à venir. Et à contrario, des sociétés dont les différentes compétences étaient séparées seront amenées à les regrouper pour essayer de créer un peu les super champions, donc dans le secteur des cabines, dans le secteur certainement des trains d'atterrissage, dans l'avionique aussi. Donc regrouper les différentes entités au sein du groupe Avic qui travaillent différemment, qui sont pour l'instant des entités séparées, des sociétés séparées, pour en faire les super champions de demain. Et donc les concurrents aussi d'un certain nombre de grands groupes européens ou américains. La deuxième donc, société Comac, c'est le Airbus chinois, donc créé il y a 12 ans actuellement, enfin depuis 12 ans, quasiment jour pour jour en 2008, et donc qui réalise les 3 programmes, enfin 2 programmes qui sont en cours, soit de production, soit en cours de certification, et le futur programme sur le bicouloir à venir. C'est une société donc, qui n'a pas d'activité militaire, c'est tourné vers l'activité commerciale, aéronautique commerciale, et qui donc, elle, est plus racée, donc une dizaine de milliers d'employés. Le headquarter est basé à Shanghai, alors que le groupe Avic, lui, est plus basé sur Pékin, mais aussi la région de Xi'an, qui est un très gros pôle aéronautique en Chine. Voilà, qui a un style différent, qui est une société plus commerciale, on va dire un peu plus occidentalisée que le groupe Avic, et qui a des ambitions très importantes sur les 3 programmes en cours, et qui est vraiment organisé par programme, comme peuvent l'être Airbus ou Boeing. Et le troisième acteur qui nous importe beaucoup du point de vue de Safran, c'est donc AECC, donc le motoriste chinois, société très récente qui a été créée en 2016, mais à partir de sous-sociétés, de filiales du groupe Avic donc, qui étaient préexistantes, dont une grande partie de l'activité est aussi centrée sur le militaire et la défense. Pour l'instant, en moteur civil, AECC n'a aucun moteur certifié en termes de moteur civil, sauf une turbine hélicoptère qui a été co-certifiée donc avec Safran, qui est un moteur d'hélicoptère qui s'appelle, dont le nom chinois est le WZ-16 et le nom français est l'Ardiden 3C. Mais donc aucun autre moteur n'est certifié pour l'instant du point de vue civil, et donc l'activité est très centrée encore sur le militaire. Je vous montre donc sur cette slide maintenant les prévisions de marché. Alors, je prends un certain nombre de précautions parce que ces prévisions sont des prévisions qui étaient faites par Airbus et Boeing avant la crise Covid. Et donc, la crise, elle va certainement ralentir. On a déjà vu les cadences sont ralenties actuellement. Elles vont être certainement ralenties pendant une période qui peut durer quand même plusieurs années. Donc, il n'est pas certain que la Chine achète autant d'avions que prévu. Pour l'instant, il n'y a pas de commande qui a été annulée. Certains leasers chinois, les compagnies de leasing, ont annulé des livraisons de 737 MAX, mais pour l'instant, du côté d'Airbus, il n'y a aucune livraison qui était annulée. En revanche, beaucoup de demandes de délai, de report donc, sur les livraisons des avions. Mais le sens, là aussi, de l'histoire, et que la croissance du PIB chinois, l'émergence de la classe moyenne, l'augmentation du trafic fait qu'il y a des besoins. Donc, il y a un besoin de renouvellement de la flotte, qui n'est pas très âgée en moyenne d'âge, mais les avions volent aussi moins longtemps en Chine. Ils volent entre 14 à 18 ans. Donc, une partie de la flotte restera en service, une partie va être remplacée, et puis il y a la partie croissance. Voilà, donc on pensait avoir à peu près 7400 nouvelles livraisons d'avions donc dans les années à venir. Ça sera peut-être moins, mais ça sera certainement un montant supérieur à 5000 avions, avec une majorité évidemment de monocouloirs et un peu moins donc, de bicouloirs. Un chiffre qui est intéressant aussi, si on compare la Chine aux USA, c'est que pour l'instant, donc il y a un peu moins de 0,5 vols réalisés par an par personne.
donc en Chine, alors qu'aux États-Unis, la moyenne est de 3. Donc on voit que le potentiel de croissance et d'utilisation de l'avion sur un territoire qui a la taille pour utiliser des avions est quand même très important. Donc ce n'est pas simplement une vision un peu arithmétique de la croissance chinoise, mais il y a de vrais besoins dans un pays qui a la taille d'un continent. Rapidement sur la MRO, les grands acteurs sont là, que ce soit les OEM, les airlines qui sont très impliqués évidemment aussi dans l'activité MRO, ou certains spécialistes MRO, mais il y a aussi énormément de petits shops, des centaines et des centaines de petits shops qui ne sont pas très viables économiquement, et donc il y a une nécessité de concentration des acteurs. Il y a aussi de montée en gamme, parce que certaines structures sont relativement anciennes, ou sur certains types de réparations, sur certains types d'équipements, il n'y a pas vraiment de facilité encore présente en Chine. Et là, vous voyez que la MRO est quand même relativement bien dispersée sur l'ensemble et répartie sur l'ensemble du territoire chinois. Voilà, donc avec l'ensemble des acteurs qui ont choisi soit leurs partenaires, soit qui peuvent être présents aussi en nom propre. Un dernier mot rapide sur l'innovation en Chine. C'est quand même un pays d'innovation. Alors, ce qu'on connaît le plus par rapport à l'innovation chinoise, c'est ce qu'on appelle les BATS, donc c'est Baidu, Alibaba, Tencent, donc qui sont donc ces sociétés de l'économie numérique et de l'Internet. Mais derrière ces acteurs, il y a une très grande puissance à la fois de recherche dans les universités chinoises et une très grande puissance financière. Je donne juste un exemple, c'est ce qui se trouve sur la partie droite de l'écran. Donc, la zone de développement économique de Pékin pour toutes les technologies de l'information s'appelle Zhongguancun. Donc, il y a une quarantaine de grands établissements qui sont implantés, donc universités qui sont implantées dans cette zone. Vous voyez 200 institutions de recherche, donc, dont 67 laboratoires de niveau national, plus de 2000 compagnies des technologies de l'information, 3000 sociétés tech avec des startups, mais des sociétés aussi plus grandes, et près de 60% des 4000 fonds d'investissement chinois. Donc il y a une vraie puissance de recherche, il y a une vraie puissance entrepreneuriale, et il y a une vraie puissance financière aussi pour soutenir ces activités. Et les Chinois sont très intéressés par les nouveaux marchés. Finalement, sur certains marchés pour lesquels on peut être encore en compétition dans le secteur aéronautique, il y a un retard manifeste de la Chine, même si des programmes sont en cours, mais on ne trouve pas l'équivalent de nos produits en Chine. En revanche, sur des nouveaux marchés, il n'est pas du tout impossible qu'un certain nombre d'innovations disruptives aient lieu ici, et notamment sur les VTOL, sur tout ce qui est véhicules autonomes. Il y a énormément de recherches et de sociétés qui se créent pour essayer de proposer les véhicules de demain et les solutions de demain. Alors, pour conclure sur l'approche du marché, c'est un marché qui est quand même complexe. Déjà, la taille du pays, le nombre des acteurs, la taille des acteurs. Donc, vraiment, prudence. Le premier mot, c'est la prudence. Deuxième mot, propriété intellectuelle. Tout ce qui vous appartient, tout ce qui est brevetable, tout ce qui est protégez-le. Ça, c'est vraiment important parce que quand on passe par des partenariats, quand on passe par des distributeurs, on peut facilement se faire détourner de la propriété intellectuelle. Et donc ça, il faut vraiment dès le départ être très vigilant de ce point de vue-là. Regarder évidemment la concurrence qui existe localement et les différents moyens de distribution, parce qu'on n'est pas obligé d'être en Chine pour vendre en Chine. On peut vendre en Chine directement depuis la France. Évidemment, à partir d'un certain stade ou un certain flux d'activité, c'est un schéma qui est difficile et il faut quand même une présence locale. Il y a énormément de contacts qui sont déjà implantés en Chine, les grands groupes, beaucoup de PME, PMI françaises aussi. Le GIFAS a un groupe Chine. Alors, il y a un volet qui est actif en France, qui sont les sociétés en France intéressées par la Chine ou implantées en Chine. Mais on a aussi inauguré ici une commission du GIFAS Chine qui donc regroupe une cinquantaine d'entreprises qui sont implantées ici. Donc, voilà, prenez conseil et il y a une approche qui se développe dans l'implantation déjà de la filière qui est très présente ici. Ensuite, il y a un certain nombre d'acteurs pour vous accompagner.
donc Business France, les chambres de commerce, les CCEF, donc on a parlé et que l'on représente ici aussi. C'est important de ne pas aller tout seul dans cette recherche, ce développement d'activités en Chine. Et donc, voilà, il faut trouver les relais auprès de ceux qui sont déjà implantés ici, qui connaissent très bien le marché. Ensuite, il y a toute une série d'occasions pour venir. Alors, les transports sont plus complexes en période fin de crise Covid qu'auparavant. Mais en temps normal, évidemment, il y a des salons, et notamment le salon de Zhuhai, qui est un salon, c'est un peu le Bourget chinois, qui a lieu donc tous les 2 ans, qui se tient tout à fait au sud de la Chine, donc dans la ville du même nom, Zhuhai, et qui a lieu du 10 au 15 novembre et qui aura lieu cette année. Donc les autorités ont confirmé et les organisateurs ont confirmé que le salon se tiendrait. Pour l'instant, à peu près 400 entreprises sont déjà inscrites. Et nous-mêmes, Airbus, ont déjà confirmé leur présence au salon de Zhuhai. Donc ça sera peut-être l'occasion, si évidemment avec tous les bémols qu'il faut sur le transport aérien, sur une éventuelle deuxième vague d'épidémie, etc. Si tout ça nous permet d'avoir les conditions idéales, en tout cas le salon se tiendra et ça peut être un moment d'avoir une action aussi sur le sol chinois. Voilà. Et ensuite, il faut une stratégie. On en parlait tout à l'heure, Marc en parlait. Il faut vraiment définir une stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Et aussi pouvoir prévoir les ressources qu'on mettra à disposition. Je ne parle pas que des ressources financières, mais aussi des ressources en nombre de personnes. C'est un pays qui est assez dévorant, la Chine. Et dès qu'on est en contact avec un certain nombre d'interlocuteurs chinois, on a toute une série de questions de sollicitation. Donc, il faut des personnes qui puissent suivre ces demandes et donner suite à ces demandes. Enfin, un dernier mot sur Safran en Chine. Donc, on a 45 ans de présence sur le sol chinois, avec une vingtaine de sites, donc des sites de production avec des produits qui sont donc réalisés, qui sont des sites Safran 100% et qui sont ensuite réexpédiés, réexportés pour être assemblés ailleurs, mais pas être assemblés en Chine. Affichez la planche, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, on a aussi des sites. Alors ensuite, on a pour les programmes chinois des sites de plus petite taille qui suivent le ramp-up de ces programmes chinois dont on a parlé, notamment le C919. On a quelques sites de MRO. On a très peu de R&D, mais on a un tout petit peu de R&D sur de la fabrication additive et de la continuité numérique. Et donc, en tout, à peu près 2000 personnes ici implantées en Chine avec de belles réussites. On n'a pas parlé aujourd'hui du secteur des hélicoptères, mais sachez que sur la flotte qui est opérée par les opérateurs gouvernementaux, donc c'est à peu près 1600 appareils donc, qui survolent la Chine. Safran, à peu près une turbine sur 2, soit réalisée en nom propre Safran, soit via des licences. Et on est très présent aussi évidemment dans la motorisation des avions, notamment évidemment des monocouloirs. On a à peu près 7000 moteurs qui tournent en région Grande Chine, donc soit déjà en opération, soit en commande. Voilà ce qui donne un peu l'idée de les réalisations qu'on a pu faire sur ce marché. Les trains d'atterrissage aussi. Voilà, on est donc quand même très très présent ici, très connu. Et il y a évidemment des vecteurs de développement et aussi des vecteurs de protection, puisqu'on voit petit à petit émerger nos concurrents de demain. Donc les groupes qu'on a cités tout à l'heure, avec des superstructures qui seront certainement nos concurrents des années à venir. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Très bien, merci Philippe. Donc, ce qui nous laisse à peu près 10-15 minutes pour les questions. La première qui s'affiche chez nous et s'adresse plutôt à Marc. Bonjour, quelle est la répartition d'activités support entre les CCF et BPI afin d'éviter les redondances? Marc, il va falloir couper le micro. Oui.
Marc? Marc, est-ce que tu as eu la question? En attendant, je propose de poser une question à Philippe, une courte. Bonjour, est-ce qu'il y aura des opportunités de marché militaire en Chine pour les entreprises étrangères? Merci. En tout cas, pour les entreprises européennes, non, puisque il y a donc un moratoire, enfin une restriction pour tout ce qui est le secteur militaire et tous les équipements duals. Et merci. Toujours pour Philippe, la crise Covid accentue la guerre économique Chine-US, ce qui offre des réelles opportunités pour les sociétés européennes et françaises. Nous sommes en Chine, travaillons avec Comac, qui veut doubler sa production à JR21 et recherche des alternatives à ses fournisseurs. Il y a des vraies opportunités. C'est plutôt un commentaire, une question. Vous confirmez? Oui, je crois que c'est un commentaire intéressant. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que c'est quand même difficile de se passer de certains fournisseurs américains qui sont très bien implantés ici, qui ont un réseau ancien, qui ont formé souvent beaucoup d'employés chinois. Mais la guerre oui, commerciale entre les États-Unis et la Chine fait beaucoup de tort des deux côtés. Et la Chine a mené depuis, je pense, déjà à peu près un an, et surtout depuis les derniers mois de la crise du Covid, une sorte d'état des lieux de ses fournisseurs stratégiques. Et il est certain que pour certains fournisseurs américains, la Chine va essayer de découpler son économie et sa production de trop de dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs américains. Donc, c'est des opportunités pour les entreprises européennes. Merci. Les compagnies aériennes chinoises vont devoir faire des améliorations substantielles en termes de compétitivité. Quels sont les axes prioritaires des gains de compétitivité qui se dégagent? Donc, toujours pour Philippe. C'est un peu l'élément dont je parlais tout à l'heure. Un des premiers facteurs, c'est déjà, je pense, la réduction du nombre de lignes, parce qu'il y a un certain nombre de lignes qui sont des lignes donc, de liaison domestique. Là, je parle des lignes domestiques entre villes chinoises qui ne sont pas forcément rentables et qui sont un peu opérées pour des raisons historiques. Donc, il y a un peu de nettoyage à faire sur ces lignes. Et aussi un certain nombre de lignes qui sont concurrencées par le TGV, le train à grande vitesse chinois, et qui fait aussi beaucoup de tort au développement des compagnies aériennes. Donc il y a un premier axe qui est autour de garder ou de densifier les lignes qui sont profitables, puis d'éliminer celles qui ne sont pas profitables, éventuellement de créer de nouvelles lignes aussi sur des destinations qui ne seraient pas desservies. Ensuite, je pense qu'en termes d'organisation globale, comme vous l'avez vu, ces sociétés, les compagnies aériennes sont des compagnies géantes aussi, donc elles ne sont pas forcément toujours très bien gérées. C'est des compagnies issues de l'État qui ont besoin de faire beaucoup d'économies sur un certain nombre de dépenses, notamment tout ce qui peut être vraiment lié aux services de back-office ou un certain nombre de services transverses qu'on continue à garder ces compagnies aériennes qui souvent ne sont pas leur cœur de métier et qu'elles pourraient tout à fait externaliser. Voilà. Ensuite, il y a la gestion du parc. Elles ont des flottes très importantes. Et là, il y a certainement aussi un gros effort à faire en termes de gestion du parc, de pouvoir attribuer les avions sur les bonnes lignes, les faire voler aux bonnes cadences. Et là, ce n'est pas encore du tout optimisé. Donc, moi, je dirais c'est un peu les trois axes principaux, en tout cas des premiers. Merci. Donc, il reste deux questions concernant Philippe et après je repose la même à Marc. Pour Philippe, est-ce que la crise Covid influence le développement des technologies des green aircraft en Chine? Alors, c'est une question que nous nous posons aussi.
parce que pour l'instant, c'est vrai que l'aviation chinoise ne parlait pas tellement de tout ce qui est, on va dire, aéronautique plus écologique, plus environnementale. Néanmoins, c'est un des axes qui a été arrêté pour le prochain. On est dans un pays à planification, donc il y a un certain nombre de plans d'organisation de l'industrie sur des périodes de 5 années, donc les plans quinquennaux. Et le prochain plan quinquennal est en train d'être réalisé pour être lancé début 2021. Et ça peut être un des axes pour l'aéronautique, c'est un des axes qui a été retenu. Mais pour l'instant, c'est vrai que nos partenaires, ils ne sont pas très, très sensibles. Quand on parle à Vic, même à Comac, ils ne sont pas encore très, très sensibles à cette dimension. Mais je pense qu'après la crise Covid, ça va certainement accélérer cette prise de conscience. Merci. Et puis une dernière, a priori, pour Philippe. Elle est un peu longue. Le Covid met en évidence la dépendance de nos pays de la Chine. On entend aussi pas mal d'informations au sujet du transfert des compétences et les risques que ça peut engendrer. Je pense au laboratoire Wuhan, en partie mis en place par la France. Les États-Unis semblent être dans une démarche de protection de leur souveraineté. L'Europe, moins. Est-ce que vous voyez des signaux en tant qu'industriel présent en Chine qui pourraient laisser entendre que l'Europe / la France va freiner ces échanges / collaboration avec la Chine, en particulier dans l'aéronautique où nous avons encore de l'avance technologique? Merci. Je crois que de part et d'autre, la crise du Covid a aiguisé les positions et a certainement relevé le niveau de défiance de part et d'autre. Je pense que côté européen, il n'y a pas de position qui soit complètement arrêtée, mais il y a quand même un souhait de plus regarder et de mieux regarder quels sont les choix faits, notamment pour le transfert de technologies et à quel prix elles doivent être faites ou dans quelles conditions elles doivent être réalisées pour qu'on puisse garder effectivement la souveraineté sur ces technologies ou comment mieux les protéger en tout cas. Mais côté chinois, je pense que le problème est posé de façon différente. C'est-à-dire que la Chine quand même repose sur un très très gros marché intérieur qui à terme représentera la croissance chinoise. La croissance, elle sera moins liée à l'international, mais beaucoup plus liée à la consommation intérieure. Donc il y a un souhait pour les autorités chinoises de ramener de la capacité de production en Chine. Et donc de développer une supply chain importante. Donc ça crée des opportunités, mais il faut les regarder sous l'angle européen en se disant comment bien protéger nos technologies, comment les mettre en valeur de la bonne façon et comment bien pouvoir les développer sur ce marché sans prendre trop de risques. Mais il y a certainement une période d'opportunité puisque la Chine veut restructurer sa supply chain et la renforcer. Eh bien, merci Philippe. Donc, on va tenter de poser la seule question pour Marc concernant les CCF. Quelle est la répartition d'activités support entre les CCF et la BPI afin d'éviter les redondances? Thilo, est-ce que tu m'entends? Oui, tu l'as entendu la question? Oui, j'ai entendu la question, très bien. Nous avons un métier qui est complètement différent. Les BPI France est là essentiellement pour aider au financement des actions internationales, c'est-à-dire banque publique d'investissement. Les CCEF sont là pour apporter leur expérience et la partager avec des entreprises, donc il n'y a absolument aucune redondance. Par contre, nous sommes en relation étroite les uns avec les autres, de même qu'avec Business France aussi. Nous sommes en relation étroite aussi avec Business France, bien sûr, et les chambres de commerce. Nous faisons tous partie de la team France Export et avons maintenant des choses assez codifiées sur ce qu'on peut apporter aux entreprises, de toute façon, ce qui n'est pas de doublon, au contraire, on soit vraiment complémentaires. Très bien, merci. Donc, une toute dernière question qui s'adresse à nouveau à Philippe. Doit-on attendre avant de postuler à des offres de missions en Chine économiquement et d'un point de vue sanitaire? Alors d'un point de vue sanitaire, moi je dirais que la situation est stable maintenant. D'ailleurs,
on a été empêché, entre guillemets, de voyager pendant un certain nombre de semaines et de mois à cause des mesures de quarantaine ou à cause des restrictions données par certaines régions, mais quasiment toutes ces restrictions sont tombées maintenant, donc la circulation, on va dire, est libre. Donc, c'est possible. Maintenant, c'est l'accès au territoire chinois, parce que pour l'instant, la Chine a toujours fermé ses frontières. Et donc, il faut arriver à obtenir un visa sur une période de courte durée, vu aussi le peu de fréquences aussi qui desservent la Chine actuellement depuis la France. Je crois que c'est assez difficile encore pour le mois de juin. Je pense qu'après le mois de juin, le verrou va être levé, donc les compagnies, notamment aériennes européennes, vont reprendre aussi les fréquences vers la Chine, donc ce sera beaucoup plus facile. Moi, je dirais qu'en juin, c'est encore un peu tôt et un peu compliqué, mais à partir du mois de juillet, je pense qu'il n'y a pas de souci. Parfait, merci. Donc, il est midi 03. Je regarde s'il y a encore des questions. Apparemment, non. Donc, un grand merci à nouveau aux deux intervenants, Marc et Philippe. N'hésitez pas à nous solliciter à Aerospace Valley également si jamais vous avez d'autres questions. Je rappelle que les présentations seront disponibles sur la plateforme Connect du pôle. Si vous n'avez pas encore de compte sur Connect, vous faites une demande d'ouverture de compte. Un participant, Victor Calonne, vous remercie également de vos interventions. Merci également aux participants de votre intérêt. Et donc, comme je disais en introduction, on propose à nouveau un webinaire de ce type a priori au mois de juin et a priori sur le marché en Allemagne. Merci beaucoup, bon appétit et bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup, au revoir.